Bonjour et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité Valérie Rabault. Bonjour. Bonjour. Alors, à 70 jours de la présidentielle, la gauche est suspendue au résultat de la primaire populaire attendue pour ce soir. Ce soir, 18h30. Christiane Taubira a tout à en gagner et Anne Hidalgo, votre candidate, la candidate que vous soutenez, celle du Parti Socialiste, beaucoup à y perdre. Alors pourquoi, en tout cas, la candidature de la maire de Paris, d'Anne Hidalgo, n'imprime pas au-delà? Quel avenir pour la gauche? Et puis, le Parti Socialiste peut-il survivre au fiasco annoncé à la présidentielle, en tout cas par les sondages? Et pour commencer, une question d'actualité, Valérie Rabault, la crise ukrainienne. L'Europe, c'est la paix, disait Simone Veil, et aussi tous les présidents depuis François Mitterrand. Est-ce que nous sommes au bord de la guerre en Ukraine? Ou est-ce que vous la redoutez, cette guerre en Ukraine? Est-ce que vous croyez qu'on peut mourir pour l'Ukraine aujourd'hui? Alors, l'Europe, c'est la paix. Simone Veil avait parfaitement raison. C'est ce qui a d'ailleurs été le levier de création de l'Union européenne. On a tendance à l'oublier parce qu'on vit en paix depuis 1945 sur le territoire européen, à l'exception de ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie. Il y a eu des conflits. Donc là, on est face à une crise, moi, que je considère comme très grave. Et si jamais une guerre devait être déclenchée en Ukraine pendant la présidence française de l'Union européenne, je pense que ce serait un très mauvais signal pour nous. Très mauvais signal. La deuxième observation que je souhaite faire, c'est que ce sont les États-Unis qui montent le plus au créneau. J'aimerais que l'Union européenne défende, parce que là on est sur le sol européen, soit beaucoup plus offensive à défendre les frontières et à faire en sorte que l'Ukraine puisse être respectée. Défendre les frontières, pardon. Mais parce que l'Ukraine, quand on regarde l'Ukraine, il y a aussi la Pologne qui est juste à côté. Donc on a une obligation de préserver cette question des frontières territoriales et de faire en sorte que la sécurité des citoyens européens et la préservation de nos frontières soient assurées. Donc ce qui se passe en Ukraine nous inquiète et je pense que l'Union européenne aurait intérêt à donner des signaux beaucoup plus forts Donc, à Vladimir Poutine, beaucoup plus forts, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Et je constate avec regret que ce sont les États-Unis qui montent au créneau. Alors justement, l'Union européenne aujourd'hui, en tout cas, est représentée par Emmanuel Macron, puisque c'est le président de l'Union. Quand je vous entends, j'ai l'impression que vous considérez qu'il ne joue pas pleinement son rôle de président de l'Union. Il a fait un discours devant le Parlement européen où essentiellement concentré sur les questions économiques. Je pense que c'était un peu à contre-temps parce que le temps présent, c'est le temps de faire en sorte que ces offensives sur l'Ukraine ne se déclenchent pas. Et donc, il faut être beaucoup plus ferme, beaucoup plus offensif. Mais beaucoup plus ferme, ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer des troupes? Ça veut dire commencer à dire que s'il y a des mouvements qui vont se passer, on enverra aussi des troupes. C'est ce que dit aujourd'hui Jean-Yves Le Drian dans le JDD. Il dit, est-ce que ça va assez loin d'ailleurs, nous disons à Poutine, pas un pas de plus. Oui, je l'ai lu, mais il a dit est-ce quand? Que ça suffit? Il a dit quand? Ce matin, alors que les États-Unis, ça fait un mois qu'ils ont des paroles beaucoup plus fortes, et puis il le dit tout seul pour l'instant. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir aussi une union avec les Allemands, même si le chancelier Olaf Scholz a déjà eu des paroles très fortes. Il faut qu'on soit beaucoup plus offensif. Mais ça veut dire quoi offensif? Ça veut dire, il faut dire à Poutine, si ça continue comme ça, on réagira. Et être crédible quand on le dit. Et être crédible quand on le dit, c'est-à-dire positionner, enfin, en tout cas, avoir, être crédible. Les États-Unis le sont et nous ne le sommes pas. Donc c'est quand même un paradoxe absolu de dire que l'Union européenne va être défendue par les États-Unis. C'est bien ça de ce dont il est question aujourd'hui. Mais ça veut dire que il faut dire aux Français aujourd'hui, on peut mourir pour l'Ukraine. Les soldats français peuvent mourir pour l'Ukraine. Quand on est soldat, quand on se déploie au Mali, en opération extérieure, on est là pour assurer la sécurité de la France face au terrorisme. Et bien là, on est là pour assurer la sécurité du territoire européen. Là, il est indispensable que nous nous mobilisions. Mais vraiment, moi je suis ahurie de voir que dans toute la presse européenne, dans la presse américaine, c'est le sujet numéro 1, et c'est pas le sujet numéro 1 en France. Et donc, ce qui est quand même paradoxal, alors même que nous présidons l'Union européenne. Mais si vous étiez présidente de la République aujourd'hui, vous feriez quoi? Je suis pas présidente de la République. Non, mais je suis pas ce que vous attendez précisément d'Emmanuel Macron. Ce que j'attends précisément d'Emmanuel Macron, c'est qu'il réunisse les chefs d'État et de gouvernement européens, qu'il y ait une déclaration très forte sur l'Ukraine, en disant au président Poutine, si vous allez trop loin, nous réagirons. Ce qui n'a pas été dit. Et militairement. Ce qui n'a pas été dit. Et militairement. La même chose que ce que font les États-Unis. Très bien. Alors, cette crise ukrainienne, est-ce que vous redoutez qu'il y ait des répercussions, même si c'est le petit côté de la lorgnette, des répercussions sur le prix de l'essence à la pompe?
va avoir des répercussions sur le prix de l'énergie en général et sur le prix du gaz notamment. Donc, ce qui repose la question de notre souveraineté énergétique et ce qui, pour nous, Français, pose la question de la réforme d'EDF. Aujourd'hui, nous faisons partie des pays de l'Union européenne qui avons l'inflation la moins élevée, même si elle est à 3,5%, ce qui est beaucoup, et ce que nous n'avons pas connu depuis bien longtemps. Mais en Allemagne, elle est à 5,5%, aux États-Unis, elle est à 7%. Bon, essentiellement dû au prix de l'énergie. Donc, si nous ne préservons pas notre joyau EDF, et je salue d'ailleurs l'ensemble des agents et des salariés d'EDF qui se sont mis en mouvement cette semaine pour défendre le patrimoine que représente EDF. Donc là, c'est une critique par rapport à l'action du gouvernement concernant EDF. Qui n'a rien fait pendant 5 ans. Et on savait que cette réforme était attendue. Les décisions prises concernant le prix de l'électricité, c'est une erreur. Ce qui a été fait, c'est qu'on force EDF à vendre son électricité à 42 € le mégawatt, alors qu'elle la vend à des partenaires privés qui vont la revendre à 300 ou voire plus. Donc là, il y a quand même une aberration absolue. Et il faut assumer que nous ayons un grand groupe comme EDF, qui est numéro 1 en Europe, numéro 1 en France, bien sûr, et qui est 3e mondial. Il faut préserver EDF. Et ça devrait être aussi la priorité du président de la République, de dire, on va pas se laisser imposer, parce que ça, c'est quand même une règle européenne, qui nous impose de vendre à 42 € quelque chose que nous produisons et qui nous coûte 46 ou 47 € à produire, et que d'autres nous rachètent à 42 pour aller le revendre à 300 ou à plus. Vous parlez d'EDF. Il y a des sociétés pétrolières ou gazières à l'étranger, et un certain nombre de leaders de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche sont dans une ambiguïté avec le régime de Poutine. François Fillon s'est ainsi mis au service de l'industrie gazière et pétrolière russe, contrôlée par des oligarques proches de Poutine. Est-ce que cela peut gêner d'abord la diplomatie française aujourd'hui, qui tente, d'après ce que disent Emmanuel Macron et ses ministres, d'apaiser la crise ukrainienne, mais aussi dans la définition, puisque vous parlez de ça, de la politique énergétique européenne? Ça ne devrait pas les gêner. À la limite, François Fillon est sorti du champ politique, donc ça ne devrait pas ça vous gêne gêner. Pas, mais vous, est-ce que ça vous gêne? Non, mais il y a 2 sujets. Est-ce que ça empiète sur la stratégie que la France peut mettre en place? La réponse est non. Est-ce que François Fillon a fait le bon choix en allant rejoindre des oligarques russes? C'est sa décision. Maintenant, si vous me demandez si je trouve ça bien, je pense qu'il vaut mieux choisir d'autres partenaires. Mais il y a une question personnelle pour lui, et puis il y a une question de stratégie. Je ne crois pas que ça doive priver le président de la République, Emmanuel Macron, d'avoir une stratégie offensive. En tout cas, je l'espère pas. Alors, on a commémoré jeudi le 77e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Justement, 77 ans après, qu'est-ce que le cas Zemmour, qui tente de réhabiliter Pétain, dit de la France, de l'état de la société française et de la nature du débat politique? Et là, on passe à la politique. Et à la présidentielle. Là, c'est une vaste question. Effectivement, d'abord, il y a eu un sondage qui est sorti, qui est effarant sur déjà la connaissance de la Shoah. L'enquête Civipov sur l'antisémitisme. Sur la connaissance de la Shoah et puis aussi sur l'antisémitisme. Bon, donc ça doit être une priorité de la République. Donc les préjugés antisémites s'amplifient même. Exactement. Mais déjà, la manière dont certaines questions étaient formulées me paraissent refléter le fait que ces préjugés antisémites augmentent. Donc là-dessus... Est-ce que les Juifs ont trop de pouvoir? C'était l'une des questions. Mais comment on peut poser une question comme ça? Est-ce qu'on pose une question de est-ce que c'est ahurissant. Il y a que sur moi j'ai été extrêmement choquée de la question, vraiment, et pour moi c'est le point de départ, c'est-à-dire que ça reflète cet antisémitisme rampant qui est extrêmement dangereux et sur lequel je pense que la parole politique n'est pas assez forte. La République n'est pas assez forte. Il faut qu'il y ait une justice qui puisse condamner beaucoup plus vite et se donner aussi les moyens de contrôler les réseaux sociaux, ce qui à ce stade ne fonctionne pas très bien quand même, faut reconnaître. Alors Zemmour. Qu'est-ce que dit ce qui se passe autour des Zemmour, de la société française, de l'état de la société française, de la nature du débat politique et peut-être aussi de l'action des intellectuels? Alors, beaucoup de questions dans votre question. Ce qui est sûr, c'est qu'une élection présidentielle, c'est un moment de rencontre où on se dit collectivement comment on voit la France, comment on la pense et comment on lui trace un plan pour les 5 années à venir. L'élection présidentielle, c'est important, mais c'est pas juste de parler en français. C'est aussi de se dire, la France, c'est quoi? Et je pense que les candidats, en tout cas, auraient intérêt à se saisir de cette question. Moi, je regrette qu'en 2017, par exemple, le président de la République qui a été élu a parlé des Français, mais n'a pas parlé de la France. Parler de la France, c'est extrêmement important. Et donc, du coup, on voit que M. Zemmour se saisit de ce champ-là pour donner sa vision. Sa vision qui est contraire à tout ce qu'a construit
la France depuis la Révolution française. Depuis la Révolution française, nous sommes une république. Alors, on n'a pas tout à fait commencé par la République, mais nous cultivons l'universalisme, c'est-à-dire l'idée que chacune et chacun a les mêmes droits, a sa place dans la société avec sa différence. Lui défend le contraire. Il est en train de dire... Il remet en cause même l'innocence du capitaine Dreyfus. Il remet en cause l'innocence. Qui est à la base de la République. Et il remet en cause cette innocence. Il attaque des prénoms pour certains qui ne seraient pas assez français. En fait, il construit une vision... tous les délinquants sont d'origine... il construit une vision sur des préjugés qui sont contraires à ce qu'a toujours été la démocratie française depuis la Révolution. Qu'est-ce que ça dit alors justement de la société française? Ça dit deux choses. La première, c'est que effectivement, on a une société de plus en plus fragmentée et où chacun des petits fragments, des morceaux, s'estime dépositaire de vouloir imposer sa vision aux autres et parfois même pas par la loi ou par le vote. On voit même dans d'autres mouvements qui peuvent exister, je pense par exemple aux anti-vax, qu'il faudrait qu'ils s'opposent ils pensent avoir raison contre une majorité qui ne pense pas comme eux. Mais ça peut pas être l'universalisme. Moi, je les respecte, contrairement aux propos du président de la République, mais je suis pas d'accord avec eux. Et je pense que dans une démocratie, c'est le fait majoritaire qui l'emporte. Et il faut toujours que ce fait majoritaire puisse être consulté. Et pour qu'il soit vraiment le plus crédible possible, il faut qu'il y ait une bonne participation. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on a une fragmentation et que chacun des petits fragments voudrait, dans le fond, peut-être imposer sa vision aux autres. Et le deuxième point que ça représente, c'est l'idée de dire que certains veulent... Ils voient bien qu'il y a des fragments. Comment faire en sorte que ces fragments se réagrègent entre eux et qu'on reforme une communauté? Ils le définissent par l'exclusion. Par l'exclusion de ceux qui n'ont pas les bons prénoms, par l'exclusion de ceux qui ne pensent pas comme vous. Et ça, c'est très dangereux. Alors évidemment, le challenge... Ça peut conduire au pire? C'est ce que disait le Premier ministre ce matin sur Radio J. Moi, je souhaite jamais le pire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a un discours d'exclusion, ou à chaque fois aussi, même dans d'autres cas, quand vous pouvez avoir des forces politiques qui, dans le fond, ne s'adressent qu'à un certain groupe de personnes, qui oublient l'universalisme, on abîme la République et la démocratie. Donc, le challenge pour ma famille politique, la social-démocratie, c'est d'être capable de reconstruire ce discours universaliste, d'être capable de reconstruire ce discours aussi de justice, c'est-à-dire que comme on prend ces petits fragments de société, que les uns et les autres n'aient pas l'impression que d'autres seraient mieux servis que nous. Parce que ça, c'est très dommageable. On va parler de votre famille politique, d'Anne Hidalgo, et de tout le débat autour de la présidentielle à gauche. Au passage, est-ce que vous dites Zemmour et Le Pen, c'est pareil? Et qu'est-ce que vous inspire cette guerre entre la Marine Le Pen et sa nièce? Et ces bisbilles internes? Non, mais rien, ça m'inspire rien. Rien du tout. Mais est-ce que vous dites Zemmour et Le Pen, c'est pareil? Ils défendent, ils ont quand même des visions sur certains sujets assez proches. Assez proches, assez voisines. Alors, avec à 70 jours du premier tour, le social qui revient en force, et on parlera après de votre famille politique, le pouvoir d'achat est en tête des préoccupations des Français, la hausse de la croissance de 7% en 2021, est-ce qu'elle doit permettre d'augmenter les salaires en 2022? Bon, alors je pense que d'abord, la hausse j'entends que beaucoup font cocorico sur les 7% de croissance. Y compris Jean Castex ce matin sur Radio J. Oui, forcément. Voilà, il a raison de faire cocorico. Il a raison de faire cocorico, mais moi Par contre, il faut toujours regarder d'où on vient. C'est-à-dire que est-ce qu'on a récupéré notre niveau de richesse? Moins 8%. Donc moins 8 plus 7, ça fait toujours moins 1. Mais c'est quand même supérieur aux croissances des pays qui mais qui avaient moins perdu que nous. Alors je pense qu'il faudrait regarder sur 2 ans. Moi, ça me paraîtrait plus logique. Mais est-ce moins 8 plus 7, ça fait qu'on n'a toujours pas retrouvé complètement notre niveau de richesse. Vous êtes une scientifique. D'avant-crise. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, effectivement, je pense que la hausse des salaires est absolument nécessaire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des salaires qui sont trop bas. Quand vous travaillez et que vous ne pouvez pas vivre décemment, c'est qu'il y a un problème dans la société. Et comment on fait pour augmenter les salaires? Donc ça, c'est la deuxième question. Non, mais je veux dire, pour moi, je réponds très clairement. Je te réponds très clairement. Oui, c'est indispensable parce qu'on ne peut pas demander à des personnes de travailler et de ne pas pouvoir vivre décemment de leur salaire. Donc alors, ça, c'est le premier point. Pour augmenter le pouvoir d'achat, on augmente les salaires. Donc c'est ce qu'on est de dire. On baisse les charges. On travaille plus ou on augmente les impôts des riches? Alors, ni l'une ni l'autre de ces solutions. C'est pour moi, on augmente notre capacité de création. Et quand on regarde, aujourd'hui on a peut-être les plus 7 sur l'année dernière, mais quand on regarde les perspectives qu'on a, notre pays n'est plus capable de créer suffisamment de richesses. On est l'avant-dernier au sein de l'Union européenne pour la part
de notre richesse qui vient de l'industrie. Pas assez d'industrie, j'allais vous poser cette question. Mais c'est ahurissant. Tout le monde pense qu'on est juste derrière l'Allemagne. Pas du tout. On est dernier. Mais c'est ce que voulait déjà faire François Hollande avec Arnaud Montebourg pour relancer l'industrie. Réindustrialiser la France, Oui, mais réindustrialiser, ça peut pas être juste un slogan. Ouais. Ça veut se dire, on définit un cap. Moi, je vois 5 secteurs. L'agriculture, c'est pas de l'industrie, mais l'agriculture, l'énergie, la santé, les transports et la souveraineté numérique. C'est pas ça le plan 2030 d'Emmanuel Macron ? Alors en fait, France 2030. C'est pas tout à fait ça. C'est moins précis. Oui, mais pourquoi ça y ressemble ? Parce qu'ils ont fait un premier plan de relance. On leur a dit vous saupoudrez tous azimuts avec 130 mesures. Donc qui dit 130 mesures ? Si je vous en demande 2, même vous, Frédéric Aziza, qui suivez parfaitement l'actualité. Non, mais c'est ça. Quand vous faites sur 130 mesures, ça veut rien dire. Rénovation urbaine, par exemple. Hein, et mes rénovations urbaines, c'est très bien. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont mis comme argent ? Ce que dit aujourd'hui maintenant. Donc moi je dis, nous disons 5, vous les appelez comme vous voulez, 5 épopées qui doivent concentrer les investissements publics pour être en capacité de redynamiser notre pays. Et surtout, il faut que l'État fasse les choses de A à Z. C'est-à-dire que le privé se raccroche dessus. Mais je vais vous prendre un exemple très concret. L'État dit, je vais subventionner les bornes de recharge électrique. Alors il dit, je mets 30%, mettons. Mais si personne n'amène les 70% restants, est-ce que vous croyez qu'il y a des bornes de recharge électrique qui vont être construites ? La réponse est non. Donc l'État avait proposé 250 millions. Est-ce que vous avez vu L'Allemagne met 3 milliards. Et elle dit, je vais faire 1 million de bornes de recharge électrique, de A à Z. C'est-à-dire que l'État doit retrouver sa capacité d'investir dans les infrastructures. Et sur la santé, il doit créer des partenariats où on reproduit du médicament en France et en Europe. Donc ça, c'est vraiment très clair. S'il n'y a pas cette dynamique-là, on ne sera pas en capacité de véritablement recréer de la valeur ajoutée dans notre pays. Donc, ce serait ça la politique de gauche en matière de pouvoir d'achat, d'augmentation des salaires ? Alors, ça, c'est comment on y arrive. Non, mais ça, c'est vous me dites comment on y arrive. Ouais. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une ouverture tout de suite, une ouverture de négociation salariale, une hausse de 15% du SMIC, ce qui représente entre 4 et 5 milliards d'euros. On est bien conscient que ceci devra être aussi en négociation avec l'État sur les compensations ou le soutien au financement. Mais il faut faire avancer les deux jambes en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux Français de travailler et de ne pas pouvoir vivre décemment de leur travail. Ça, c'est impossible. Ça veut dire que quand Valérie Pécresse dit « si je suis élu en juillet, j'augmente de 3% les salaires », ça veut dire qu'elle est de gauche ? En fait, elle avait surtout dit 10%. Ouais. Et puis, je crois qu'il y a des gens qui sont passés derrière. Le MEDEF, finalement, elle lui a dit 3%. Mais 3%, ça veut dire quoi ? C'est moins que l'inflation. Donc, en fait, elle continue à dire aux salariés, vous allez travailler pour moins que l'inflation. Ce que vous achetez augmente de 3,5%. Mais moi, je vous propose de vous augmenter de 3%. Donc, en fait, jeu de dupe ? Là, c'est un jeu de dupe. C'est parce que vous pouvez pas dire j'augmente de 3% alors que les prix augmentent de 3,5%. N'importe qui comprendra que les prix augmentent plus que votre salaire. Pouvoir d'achat toujours, salaire ou autre. Revenu citoyen 920 € promis par Yannick Jadot ou celui de 800 € pour les jeunes que propose Christiane Taubira. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Alors... vous me posez toujours des questions sur les propositions des autres. Moi, je préfère que vous me posiez des questions sur les nôtres. Vous répondez ce que vous voulez. D'abord, dès janvier 2019, nous avons été les seuls. Parce qu'il y a des propositions qui impriment, il y en a d'autres qui n'impriment pas. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour les jeunes, pour tous ceux qui n'ont pas les parents derrière eux, qui n'ont pas de bourse, il y a un revenu, moi je l'appelle minimum jeunesse, vous l'appelez comme vous voulez, que nous souhaitons mettre en œuvre, mais nous l'avions déjà déposé dès janvier 2019. Bon, alors, ça n'aura pas échappé qu'on n'est pas en majorité, donc ça n'a pas été voté, mais au moins on avait même dit, on va l'expérimenter sur 18 départements, et on voit comment ça fonctionne. Donc ça, c'est indispensable qu'il y ait un soutien aux jeunes. Je rappelle que la France fait partie des 4 pays sur les 27 de l'Union européenne qui n'ouvrent pas de droits sociaux aux jeunes. C'est-à-dire que jusqu'à 25 ans, si vous n'avez pas de travail, que vous n'avez pas de travail, que vous n'avez pas de chômage, que vous n'avez pas de bourse, que vous n'avez pas vos parents derrière vous, si vous ne travaillez pas, vous n'avez rien. Donc il faut revoir ça. Crise sanitaire, est-ce qu'un autre gouvernement, et notamment un gouvernement de gauche, aurait pu faire d'autres choix en ce qui concerne la crise sanitaire, la campagne de vaccination et tout le reste ? Moi, je reconnais que la situation est très difficile. Et on peut parler aussi du pass sanitaire. Non, mais oui, je reconnais que la situation est très difficile et je ne suis pas là pour jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Maintenant, si vous me demandez les choix que nous aurions faits, nous, dès juillet dernier, on a proposé une règle simple, la vaccination pour tous les adultes. Ce qui veut dire que, voilà,
C'est la même règle pour tout le monde. Vaccination obligatoire, c'est ce que Vaccination obligatoire pour tous les adultes. C'est une règle qui s'applique à tous. Je constate que d'autres pays le font aujourd'hui, notamment pour les personnes de plus de 50 ans. Ça évite de savoir s'il y a un pass, pas un pass, contrôlé par les restaurateurs qui ont un peu d'autres choses à faire aussi que passer leur temps à contrôler les passes. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet sur l'école. Alors là, l'école, c'est... L'école, est-ce que... je sais que vous avez parlé des tests. Le fait d'avoir laissé les écoles ouvertes, c'était le bon choix? Alors, oui, mais on peut pas faire... Vous savez combien il y a eu de protocoles sanitaires depuis le début de la crise? Un certain nombre. 50. Comme disait De Vos. 50. Ouais. Non, mais comment voulez-vous que les enseignants, les parents... c'est un truc de dingue, cette affaire. Donc, l'école, 50. allez-y. Bon, donc il faut des règles lisibles. Et moi, j'entends la politique de test là qui veut être menée, mais dans ce cas, on déploie des tests salivaires. Vous imaginez faire des tests à des enfants même de 3 ans? Mais c'est n'importe quoi, ça. Donc, tests salivaires. Le ministre en avait promis 600 000 par semaine. Et vous les avez vu arriver ou pas? Mais il les avait déjà promis en mars 2021. Donc, c'est quoi le problème? Donc, quasiment il y a un an. C'est quasiment qu'ils n'y sont pas. Donc, il faut que... Ce qui est très dérangeant avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est que c'est du yaka faucon. Et il se soucie assez peu de la manière dont les choses sont déclinées opérationnellement. Donc ça, je pense que ça relève d'une erreur majeure. Alors, du côté du RN ou de Zemmour, on accuse Emmanuel Macron de faire en sorte qu'il n'y ait pas de campagne électorale à travers ce qui est dit sur la crise sanitaire. Qu'est-ce que cela vous inspire? Voilà, non, c'est la question. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Pourquoi? Parce que quand on est face à une crise sanitaire comme celle-ci, la responsabilité première, et je dirais même l'obligation première du gouvernement, c'est de faire en sorte de la gérer. On ne va pas leur demander de se mettre en retrait et de dire, comme c'est la campagne électorale, on gère plus la crise sanitaire. Il faut arrêter. Là, c'est vraiment de la démagogie de campagne électorale. Donc, vous craignez pas qu'Emmanuel Macron utilise la crise sanitaire pour accaparer le débat présidentiel? Je souhaite qu'il ne le fasse pas. Ouais. Mais on serait les premiers à lui reprocher de ne pas assurer la mission qui est la sienne face à cette crise sanitaire. Donc, il faut arrêter. Et personne n'empêche les candidats de se faire entendre sur les sujets qu'ils souhaitent porter. Alors, la crise sanitaire, la crise sanitaire et la campagne vaccinale, c'est un atout, c'est un boulet pour Emmanuel Macron? Je ne sais pas vous dire. Je sais pas. Non. Il faudra faire le point dans 2 mois, 3 mois. On fera le point. Ce qui est sûr, c'est que le bazar dans les écoles, mais enfin, c'est bazar puissance 10. Hein. Franchement, je comprends même pas que il n'ait pas demandé au ministre de l'Éducation nationale de lui remettre sa démission. Ah oui? Ah oui. Ah, pour vous, il doit partir même en période électorale? Oui, il aurait dû partir? Il aurait dû partir. Et là, vous demandez encore sa démission? Je vais pas revenir là-dessus. Non, mais vous l'avez demandé? Ah, mais on l'a déjà demandé. Non, mais là, est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez demandé? On l'a demandé il y a 15 jours. Oui, donc, ce qu'on a demandé il y a 15 jours... Si ça n'a pas été fait, est-ce qu'il doit partir? Ce qu'on a demandé il y a 15 jours continue à rester vrai aujourd'hui. Donc, il doit partir. Hein? Moi, je considère que le bazar dans les écoles est tellement vertigineux que il faut que qu'il y a des règles simples. Dire, c'est si on veut qu'il y ait une campagne massive de tests, il faut qu'il y ait des tests salivaires. On est quand même, on peut pas imposer à des enfants ce qui est en train d'être imposé. Franchement. Hein. Alors, pourquoi je vous pose cette question sur atout boulet pour Emmanuel Macron? Parce que, en tout cas, à la vue des sondages, cette crise sanitaire, c'est pas un atout pour la gauche. Comment vous expliquez que la gauche soit à ce point marginalisée dans l'opinion et dans le débat politique? 25% pour 7-8 candidats. 3,5% ou 3% pour Anne Hidalgo. Alors, ça doit vous faire mal. Non, mais oui, ça me fait mal. Je vais pas vous mentir à ce micro, vous le savez très bien. Oui, c'est... Et qu'est-ce qui vous fait mal précisément? C'est l'idée que ce que nous portons peine, dans le fond, à entrer vraiment dans le débat public. Et ce, d'autant plus que tous les autres pays, quand on se regarde en Europe, faut toujours regarder ce qui se passe ailleurs. Oui, vous allez dire qu'il y a des partis sociodémocrates qui sont au pouvoir. Non, mais qui ont vraiment, qui arrivent à incarner une vision nationale chez eux. Qui se sont renouvelés. Je pense qui se sont renouvelés. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, bien sûr, je pense au Portugal, je pense à tous les pays scandinaves. Donc, effectivement, et le seul qui est dans le même cas que nous, c'est l'Italie, pour laquelle, au niveau national, la social-démocratie ne prend pas, alors qu'au niveau local, il y a des élections municipales qui ont récemment... Turin a été gagné il y a quelque temps par le Partito Democratico, qui est la social-démocratie. Donc ça veut dire que nous, on est confrontés à un hiatus où nous avons de la crédibilité en local, que ce soit pour les régions... Moi, je suis en Occitanie, où c'est la présidente la mieux élue de France, lors du dernier scrutin. Donc, on a de la crédibilité. Carole Delga, exactement. On a de la crédibilité localement,
avec notre capacité à démontrer qu'on fait des choses, la gratuité des transports à Montpellier, le déploiement de la 5e ligne de tram. Vous avez de nombreux exemples. Et c'est comme au rugby, on ne transforme pas l'essai pour en faire un véritable levier national, avec des choix qui soient très clairs et qui soient très identifiés aussi. La faute à qui? La faute à quoi? La faute à tout le monde. Ça remonte à longtemps quand même, non? Ça remonte, oui, c'est un peu la faute à tout le monde. Vous savez, nous, quand je dis nous, c'est parce que le groupe que je préside, nous sommes celui... On rappelle pour nos auditeurs que vous êtes présidente du groupe socialiste et apparenté à l'Assemblée nationale. Nous sommes le groupe qui a signé le plus d'amendements à l'Assemblée nationale. Nous sommes le groupe d'opposition qui a fait voter le plus d'amendements. Alors vous allez me dire, c'est pas des grandes choses, certes, mais par exemple, vous voyez, pour vos auditeurs, le pass vaccinal, le fait que les 12-15 ans, on ne leur oblige pas d'avoir ce pass vaccinal pour continuer à faire du sport, à participer à leur club, c'est nous. C'est un amendement qu'on a réussi à négocier. Vous dites c'est une mesure de bon sens. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est nous qui l'avons porté. Et c'est nous qui avons été en capacité aussi de le négocier avec la majorité. Donc l'opposition, c'est pas juste d'être contre systématiquement. C'est d'être en capacité de formuler des propositions. Et c'est ce que nous avons eu à cœur de faire sous tout ce quinquennat. Le fait que les aéroports de Paris ne soient pas privatisés, c'est nous qui avons écrit cette proposition de loi référendaire. La première. Donc ça veut dire que pour vous, vous êtes resté à partie du gouvernement. Nous, à chaque fois que nous déposons des amendements, nous le faisons comme si nous étions en devenir de responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas promettre tout et n'importe quoi. Et pourtant, dans les sondages, on voit que ça ne marche pas. Il y a peut-être un candidat de gauche pour qui il se passe quelque chose, c'est Fabien Roussel. Mais il fait une très bonne campagne. Ouais. Vous pourriez voter pour lui, d'ailleurs. Sur ces sujets, il fait une très bonne campagne. Ouais. Mais moi je voterai pour Anne Hidalgo. Ouais. Mais je reconnais que Fabien Roussel fait une très bonne campagne. Il parle à la fois de manière très claire. Et alors, je suis pas d'accord sur tout. Mais je reconnais que, notamment, moi j'ai des points de convergence avec lui sur EDF. Ça c'est sûr. Sur le fait qu'on n'abandonne pas notre souveraineté énergétique. Ça pour moi c'est vraiment un enjeu du futur quinquennat. Même sur la laïcité, il est voisin de vous. Oui, mais sur la laïcité, il a des... c'est pas les positions de Jean-Luc Mélenchon. Exactement, il a une boussole. La position de Jean-Luc Mélenchon, elles sont à géométrie variable, ça vous aura pas échappé. Ça a varié depuis 10-15 ans. Sur la police, d'ailleurs, pareil, il est comme vous. Il dit pas... Beaucoup de monde détestent la police, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon. Non. Ça vous a choqué, d'ailleurs? Oui, ça m'a choqué. Ouais. Moi, je trouve inacceptable qu'un candidat à l'élection présidentielle puisse... dans le fond, exprimer des sentiments de détestation vis-à-vis de ce qui est l'un des piliers de notre démocratie. Dans une démocratie, vous avez besoin d'une police qui soit républicaine, qui applique le droit, ce qui est quand même dans la très grande majorité des situations, c'est le cas. Alors, dans ce contexte, la gauche est suspendue aux résultats de la primaire populaire qui sont attendus pour ce soir à partir de 18h, 18h30. D'abord, quel jugement vous portez sur cette primaire ? D'abord, c'est pas une primaire. Parce que... Ça s'appelle une primaire. Vous pouvez vous appeler ce que vous voulez, mais c'est pas une primaire. Une primaire, c'est une vraie fausse primaire. Vous avez un vote, vous dites pour qui voulez-vous voter, et puis quand vous faites une primaire, d'ailleurs ça s'est passé à droite, puis ça s'était passé en 2016 pour nous, vous faites des débats. Où chacun peut apporter ses propositions. Je vais vous interrompre 20 secondes, parce que après je vais oublier. Vous dites... Vous faites des débats. Il n'y a pas eu de débat au Parti Socialiste quand Anne Hidalgo a déposé sa candidature et que d'autres voulaient débattre avec elle. Oui, mais ça, je le regrette. Moi, je pense qu'il faut Stéphane toujours... Le Foll a regretté. Moi, vous savez, je suis toujours partie. C'est peut-être vieille école, mais tant pis, je l'assume. Je pense que dans un parti, c'est bien qu'il y ait des motions, alors vous l'appelez comme vous voulez, qui représentent des courants de pensée. Il peut y avoir un courant social-démocrate, un courant plus étatiste, mais c'est important qu'on sache, parce que sinon, quand vous n'avez pas ces courants de pensée, eh bien, vous le faites sur la tête de la personne. Alors ça, c'est pour ça la campagne d'Hidalgo est devenue ce qu'elle est devenue. Ça, c'est votre conclusion. Ça, c'est votre conclusion. Donc, primaire, donc c'est pas une primaire, parce que quand il y a une primaire, il y a un vote, on vote pour une personne. Deuxièmement, mettre des candidats à la votation qui veulent pas être... à l'insu de leur plein gré. À l'insu de leur plein gré. Je le dis, mais je vais même vous le répéter. À l'insu de leur plein gré, voilà. Ça, je trouve que c'est antidémocratique. Pour moi, c'est antidémocratique. Et troisièmement, si vous voulez avoir ma fond de pensée, qu'il y ait eu une primaire en septembre, oui. Moi, je n'étais pas favorable à cette primaire, rejoindre cette primaire en décembre. Voilà, sous quelque forme que ce soit. Mais pourtant, Hidalgo a dit, il y a un mois, il faut... elle l'a dit, et ça ne vous aura pas échappé. Mais ça ne vous aura pas échappé que je n'ai jamais soutenu ce point-là, parce que je n'étais pas d'accord avec cette primaire.
Et alors, et donc la conclusion, c'est que moi, je ne suis suspendue à rien du tout ce soir. Non, mais pour répondre à votre question, je soutiens Anne Hidalgo parce que c'est la seule qui, dans cette élection, porte une voix de la social-démocratie avec un programme de 70 propositions qui sont extrêmement structurées et c'est le seul programme chiffré à ce stade. La primaire populaire, donc, elle n'est pas porteuse d'union, elle est porteuse de quoi? De bordélisation de la gauche? Elle n'est pas porteuse d'union parce qu'elle a rajouté des candidats. Donc, faire l'union en rajoutant des candidats, c'est un peu compliqué. Une candidate, d'ailleurs, Christiane Taubira, qui disait « Je ne veux pas qu'il y ait un candidat ou une candidate de plus. » Et puis, comment vous expliquez son parcours et sa stratégie? Vous lui posez la question. Ouais. Vous lui posez la question. Et alors, quand même, pourtant, 467 000 inscrits à cette primaire. Est-ce que cela ne donnera pas une légitimité forte à celui ou celle qui sortira en tête de cette votation, si l'on peut dire? Alors, d'abord, j'observe que ça montre qu'il y a toujours un intérêt, contrairement à ce que les uns et les autres en disent, pour la gauche et les options qu'elle doit prendre. Et c'est vrai d'ailleurs que certaines fédérations du Parti socialiste ont encouragé leurs militants à s'inscrire pour pouvoir voter. J'ai l'impression qu'il y a eu des choix à géométrie variable dans les fédérations. Ouais. Bon. Chez vous, par exemple? Moi, je vote pas et... Pas de votre fédération. Pas de votre fédération. Alors donc, légitimité ou pas pour le candidat qui sera désigné ce soir? Mais c'est légitimité de quoi? Si vous avez une légitimité, c'est tous les autres candidats qui, dans une primaire, quand vous faites une vraie primaire, parce que c'est une fausse primaire, quand vous faites une vraie primaire, vous concourez pour avoir la désignation, et si vous n'êtes pas désigné, vous soutenez celui qui est désigné. Mais les autres, là, présentement, les personnes qui sont appelées à concourir ont dit qu'elles ne voulaient pas concourir. Donc c'est quand même ahurissant. Donc elles vont continuer leur campagne. En tout cas, moi, Fabien Roussel, d'ailleurs, Fabien Roussel était sans doute même pas été sélectionné, retenu pour faire partie de cette primaire, ce qui est quand même bien le comble. Est-ce que donc ça veut dire que vous pourrez faire comme si cette primaire populaire n'avait pas eu lieu? On continuera notre campagne. Vous continuerez votre campagne. Et donc, à vous entendre, on sent quand même un petit gêne par rapport à Hidalgo et à sa campagne par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Elle était pour la primaire, vous n'y étiez pas. Mais ça, ça vous aura pas échappé qu'on n'est pas forcément d'accord sur... Moi, j'étais pas d'accord sur la primaire en septembre, oui, avec l'ensemble des forces de gauche, notamment les écologistes. À partir du moment où ça n'a pas lieu, chacun défend sa ligne politique. Alors vous dites, je soutiens Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle est sous la barre des 5%, elle est même plutôt aux alentours de 3,5% dans les sondages. Est-ce qu'elle peut vraiment aller jusqu'au bout? Est-ce que la question du maintien de sa candidature n'est pas posée, notamment pour sauver au moins financièrement le Parti socialiste? Parce qu'il y a un problème de budget derrière. Il y a toujours 2 millions d'euros. Une campagne présidentielle, c'est effectivement beaucoup d'argent qui est mobilisé. Au moins 7-8 millions d'euros. Oui, alors avec des règles de remboursement par l'État qui sont très spécifiques et qui imposent de dépasser effectivement les 5% pour être remboursé. Je crois que si le candidat ne fait moins de 5%, c'est 800 000 euros qui sont remboursés. Oui, mais du coup, il reste une facture à régler significative par ailleurs. Donc ça fait évidemment partie des discussions que le Parti socialiste, en tout cas des réflexions, bien entendu, qu'il a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la candidature... Je veux dire, non. Alors vous allez encore vouloir me faire dire des choses j'essaie de comprendre. Mais ça fait partie des paramètres d'une stratégie électorale. Vous pouvez pas faire l'impasse sur la stratégie financière. C'est impossible. Donc évidemment que ça fait partie des paramètres. Si vous me demandez s'ils sont pris en compte, je vous réponds oui. Enfin, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Mais nous, quand on fait de la politique, quand on s'engage, quand on se dit... je vais revenir à ce que je disais en introduction de cette émission. C'est de dire qu'est-ce qu'on veut pour la France sur les 5 prochaines années. Mais nous, on veut faire entendre notre voix. Oui. Donc, on continue cette bataille-là. En tout cas, on la mène sur cette voie-là. Si vous me demandez ce qui va se passer dans 3, 4, 5 mois, 5 semaines ou 2 mois, je ne suis pas Madame Soleil pour vous dire exactement ce qui se passera. Je vous dis que là, on est en position, et en tout cas, ce que nous faisons, c'est de porter cette voie-là. Est-ce que c'est pas les banquiers qui vont décider de l'avenir de la candidature d'Anne Hidalgo? Je reviens un peu en arrière par rapport à ce que vous disiez. Est-ce que ça va pas dépendre des prêts bancaires? Si les banques financent la campagne, il y aura une candidature à Anne Hidalgo. Si elles financent pas, il y aura pas de candidature. Oui, il n'y a pas que les banques qui financent. Il y a le Parti socialiste, ça a aussi des ressources. Mais les ressources, c'est le siège. Non, si mais vous hypothéquez le siège. Non, mais il y a des ressources. Voilà.
Et donc, mais donc, ça ne dépend pas que de décisions, comme vous dites, de banquiers. Est-ce que le PS n'est pas... On va parler du fond après, mais est-ce que le PS n'est pas à la veille d'un accident industriel, c'est-à-dire à la fois politique et financier ? Non, mais le PS aura forcément, à l'issue de ces scrutins, à véritablement se poser la question de ce qu'il n'a peut-être pas fait, de réfléchir sur ce que les grands axes qu'il porte et peut-être de changer de nom. De changer de nom, vous croyez que ça peut être important ? Mais c'est pas assez, c'est marketing. Ce qui compte, c'est le fond que vous portez. Et ce serait quoi le bon nom ? Je suis toujours frappée de voir que un certain nombre de Français qui se réclament de la social-démocratie vont voter pour le président de la République sortant. Le président de la République sortant, il a une grande force de pouvoir patiner ses discours de social-démocratie. Bon, ça, je suis bien obligée de le lui reconnaître. Mais ce qui compte, c'est regarder les faits. Quand vous prenez le logement, quand vous êtes social-démocrate, vous prenez Olaf Scholz, lui dit 400 000 logements construits en Allemagne. Bon, nous, il faudrait qu'on en fasse 150 000 logements sociaux par an. Combien est-ce qu'il y en a eu sous le quinquennat actuel ? Vous allez nous le dire ? Je vais vous le dire. Il y en a eu entre 70 000 et 80 000. Donc ça veut dire que vous laissez la moitié de votre objectif de côté. Et vous voyez, des petites choses comme ça, je peux vous en raconter plein. 6 000 professeurs au secondaire en moins. Sous ce quinquennat. Vous avez aussi, alors ça c'est un sujet qui me tient à cœur, sur les maths. Vous parlez des maths, je vous parlais des maths, parce que ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Non, je suis pas une mathématicienne, mais j'aime beaucoup les maths. Quand vous avez moins de filles qui font des maths, quand vous avez un recul de 20% du nombre d'heures d'enseignement mathématique. Alors, vous voyez, en même temps, on dit, on veut faire de la réindustrialisation du pays avec de la technologie, et en même temps, on diminue le nombre d'heures d'enseignement de mathématiques. Vous comprenez bien que tout ceci est contradictoire. C'est pas un en même temps qui fonctionne. Donc, effectivement, pour nous, la question, c'est que le président de la République, avec un certain talent, habille de vernis social-démocrate un certain nombre de ses discours, mais les vrais sociodémocrates, c'est nous. Alors, les vrais, c'est 3,5%. C'est pas grand-chose, hein ? Non, parce qu'ils sont pas... Et plus que certains qui se disent sociodémocrates aujourd'hui en France vont voter pour l'actuel président de la République. Donc la question qui est, c'est si vous pensez social-démocratie, ceux qui l'incarnent vraiment, c'est nous. Alors justement, vous dites certains vont voter pour le président de la République, des sociodémocrates qui habituellement votaient pour vous. Moi, je lis les sondages comme vous. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir un vote utile en faveur d'Emmanuel Macron dès le premier tour ? De la part d'anciens électeurs socialistes. Sans doute, sinon ils iraient voter pour nous. Oui, mais donc ça peut être un vote utile. Les gens qui se disent. Non, mais moi je dis pas que. Non, mais là vous me demandez comment raisonnent certains. J'en sais rien d'ailleurs. Ce que je constate dans les sondages, c'est que certains qui se disent sociodémocrates iraient voter, en tout cas de ce qu'ils disent, pour l'actuel président de la République. Je leur dis donc notre mission à nous, c'est de dire attendez, effectivement, il peut avoir dans ses discours en tout cas un vernis social-démocrate, mais c'est pas la réalité de ce qui s'est passé pendant ces 5 ans. Quand vous voyez aussi qu'il a voulu privatiser les aéroports de Paris, avec une concession sur 70 ans, ça aurait été la seule au monde. La seule. Tous les aéroports aux États-Unis et en Europe sont publics, sauf au Royaume-Uni. Tous. Alors publics avec les villes, les régions. Ce qui signifie bien que tous ces États savent que les infrastructures, ça doit rester à la main du public. Ce qui signifie pas que le privé doit pas faire plein de choses. Je ne dis pas ça. Mais ça, c'est primordial. Et lui a voulu privatiser. On aurait eu avec les aéroports de Paris ce qui s'est passé avec les autoroutes ? Ce qui s'est passé, surtout ce qui peut se passer au Royaume-Uni avec franchement. Et donc, cette souveraineté-là, cette souveraineté d'infrastructure, cette souveraineté énergétique, cette souveraineté sur les transports, il est indispensable que nous l'ayons. Parce que sinon, vous entamez la crédibilité dans l'action politique. Alors, ça veut vous dire que, dans le fond, c'est le marché qui décide tout seul. Alors, Anne Hidalgo, c'est votre amie, Anne Hidalgo, votre camarade. Qu'est-ce qui n'a pas pris dans sa campagne ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Mais vous parlez au passé. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, pour être plus précis. C'est d'accord. Voilà. Elle a un programme qui est d'abord très fourni, très articulé, qui couvre l'ensemble des urgences que nous portons, notamment sur l'urgence énergétique, sur l'urgence climatique. Mais ça n'imprime pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que effectivement transformer ce que nous faisons sur les territoires, un peu comme au rugby, en transformant l'essai en véritable fil conducteur, mais sur ce qu'est la France, effectivement, pour l'instant, c'est pas, on n'est pas au top, on va pas se mentir. Ouais, on n'est pas au top. Mais est-ce qu'elle n'a pas fait une erreur en se portant candidate alors qu'elle avait un chemin tout tracé ? Paris-Ville Olympique, c'était quand même un beau challenge. Mais je ne veux pas parler pour elle. Ouais. Voilà. Vous lui poserez la question. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Si vous avez été à sa place, vous auriez fait pareil ?
mais j'étais pas à sa place. Ouais, mais bon, donc ça a l'air de vous gêner de parler. Non, parce que vous me connaissez, Frédéric Assier, je parle pas à la place des autres, donc je ne parlerai pas à la place des autres. Alors, je vous parlais de deux personnalités du Parti socialiste, Olivier Faure et François Hollande. Est-ce qu'Olivier Faure a les moyens de rétablir la situation, peut-être avant la présidentielle, avant le premier tour? Et quel rôle pour François Hollande peut-il être le sauveur du PS avant ou après la présidentielle? Non. Alors, pour la deuxième question, je crois Hollande, pas. Hein. Oui. Je crois pas que. Je sais pas ce que ça veut dire être le sauveur, hein, parce que bon, il n'a pas été candidat en 2017. Refonder, non, mais refonder. Bon. Tout le monde est appelé à refonder. Donc y a pas. Parce qu'on sent que ça le. Il faut lui poser la question aussi. On lui a posé. Il est venu ici il y a quelques temps. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres personnalités qui peuvent. Enfin, de toute façon, il y aura forcément à l'issue de ces élections des questions à se poser. On va pas se mentir. Par exemple, vous voulez jouer un rôle particulier? Mais moi, pour l'instant, je vais m'occuper de mon groupe et des élections législatives qui arriveront, qui, elles, marchent sur deux jambes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un volet national sur lequel on n'est pas les plus forts à l'instant T, mais il y a un volet local où moi, je souhaite qu'on puisse véritablement transformer cet essai avec toutes les réalisations et les victoires électorales qui ont été obtenues, que ce soit dans les régions, les départements ou les villes. Et justement, pourquoi ça marche, ça fonctionne au niveau local, au niveau régional, au niveau départemental et pas au niveau national? Parce qu'au niveau local, vous avez des réalisations concrètes. On vous dit, je vais faire de la rénovation énergétique. Vous le voyez, il y a un certain nombre d'habitants qui ont des logements rénovés. Il faut qu'il y ait cette concrétisation. Et le deuxième volet, c'est pas juste que les choses se fassent, c'est vraiment démontrer qu'il y a un pilote dans l'avion. Voilà. Il faut pas. Donc, il faut que ça soit incarné par quelqu'un. C'est une forme d'incarnation, et puis c'est une forme de dire, on cède pas sur. On a l'impression que parfois le pays est un bateau qui tangue. On privatise des aéroports, tout ça pour faire entrer quelques sous dans les caisses de l'État, qui ont largement été absorbés par la crise. Donc, vous voyez, je vais prendre un autre exemple. Madame Merkel, qui n'est pas de ma famille politique, elle est beaucoup plus pragmatique. En septembre 2020, elle a dit, je mets 700 millions d'euros dans 3 entreprises du médicament. Je veux dire, elle est censée être libérale. Elle, puissance publique, État fédéral, elle met 700 millions d'euros, dont la moitié dans BioNTech, et aujourd'hui, elle récupère 20 milliards d'euros. Elle, c'est la meilleure gestionnaire qui soit, de fond. Hein. Vous croyez qu'elle a une fibre social-démocrate et Non, mais je pense que la souveraineté de l'État et de l'Europe doit être une priorité. Et quand on est social-démocrate, on trace le cap. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres acteurs privés. Ça veut dire juste qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui trace le cap. Alors vous tracez le cap pour votre groupe, le groupe socialiste, est apparenté à l'Assemblée. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, après la présidentielle, il y a les législatives. Est-ce que le PS est encore en état de sauver ses députés et son groupe ? Alors, d'abord, les députés de notre groupe ont tous été élus dans des conditions difficiles en 2017. Certes, nous ne sommes pas très nombreux, mais je me permets de le redire. Nous sommes le groupe qui a signé le plus d'amendements sous cette législature et celui d'opposition qui en a fait voter le plus. Alors, je vous posais la question autrement. Si j'avais un seul adjectif pour le résumer, c'est un groupe utile. Il a été utile pour les Français sur la vaccination, sur les aéroports de Paris, sur les taxes énergétiques délirantes qui avaient été votées. On a été les premiers à tirer les sonnettes d'alarme. Les premiers. On avait même mis en ligne. Oui, mais je vous pose la question autrement. Donc, si Anne Hidalgo fait 3, 4, 5% à la présidentielle, est-ce que vous croyez que vous pourrez faire élire les députés, vous pourrez préserver un groupe à l'Assemblée? Alors oui, je le pense. Et je pense qu'on pourra même faire élire plus de députés parce qu'encore une fois... Même avec 3% pour parce que les législatives, ça avance sur deux jambes. Une jambe nationale, qui serait fragilisée dans ce cas-là, mais une jambe locale. Vous savez, je vais reprendre l'exemple de l'Occitanie qui est ma région. Il y a 49 circonscriptions et c'est la région où le Parti socialiste, je le redis, Carole Delga, la mieux élue de France. Donc, sur les 49... Le 49, on va espérer en récupérer quelques-unes. Et on va se battre pour. Et alors, donc 25% pour 7-8 candidats. Si chacune des familles politiques présente un candidat dans les circonscriptions, ça risque d'envoyer les candidats à l'abattoir. Peut-être qu'il n'y aura même pas de groupe de gauche à l'Assemblée nationale. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une réflexion qui puisse s'engager avec les différentes forces politiques. Avant la présidentielle qui puissent s'engager. Ce sont deux élections qui ont un timing resserré, mais qui ont
formes aussi d'autonomie chacune. Parce qu'encore une fois, les législatives, vous avez un ancrage local qui est quand même... C'est deux jambes. Et donc, ça veut dire, pour conclure, vous êtes plutôt optimiste, vous dites le PS est je suis pas, à savoir. Alors, savoir si je suis optimiste ou pessimiste, je pense que ça n'intéresse personne. Moi, je suis déterminée. C'est tout ce qui compte pour reprendre un bon mot. Votre objectif aujourd'hui, c'est quoi ? Notre objectif, c'est de faire en sorte que, si vous parlez des législatives, bien entendu, que nous ayons toujours notre groupe qui a toujours existé au sein de l'Assemblée nationale et qu'il soit le plus nombreux possible. Merci en tout cas Valérie. Merci Frédéric Azizar d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.